bonjour à tous de nouveau, à tous ceux qui se joignent à nous à l'instant aussi. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce séminaire Systemix et puis j'ai aussi le plaisir d'accueillir Adlène Xantini. Adlène, qui est aujourd'hui professeur à Aurecom, qui est full professeur à Aurecom à Sophia Antipolis. Merci Adlène d'avoir accepté déjà cette invitation. Juste un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, de ton sujet. Donc, Adlène, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était associé prof de 2006 à 2016 à l'Université de Rennes. Ensuite, après son HDR soutenu en 2013, Adlène, par la suite, donc au-delà de 2016, a rejoint Aurecom en tant que full professeur et en tant qu'également responsable de l'équipe Network Softwareization. Adlène est un membre extrêmement actif dans la communauté A3E, pour ceux qui connaissent. Et il est également très actif et très impliqué dans les projets européens sur différents sujets qu'on va évoquer tout à l'heure. Adlène est un chercheur aussi, auteur de plusieurs papiers, je pense qu'au-delà même d'une centaine de papiers, conférences et revues confondues, effectivement dans des conférences et des revues très pertinentes. Et ces centres d'intérêt scientifique se focalisent autour de plusieurs sujets, mais si on les résume très rapidement, c'est autour de la virtualisation des réseaux de cinquième génération, mais au-delà aussi, des performances, l'évaluation des performances des réseaux et aussi un sujet sur lequel, en fait, aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir pour t'écouter autour de tout ce qui est multi-access edge computing. Donc, ta présentation, c'est aujourd'hui autour de Optimal MAC Resource Dimensioning for Vehicle Collision Avoidance System au Deep Learning Approach. Donc, j'ai envie de dire que le titre est assez excitant et on a envie de t'écouter avec beaucoup d'attention. Tu as entre 35 et 45 minutes de speech. Ensuite, suivront les questions et tes réponses également. Je te remercie et la parole est à toi. OK. Merci Marlouf pour la présentation et l'invitation. Pour aujourd'hui, je vais faire une présentation sur tout ce qui est gestion de ressources pour les applications de détection de collision dans le contexte des réseaux véhiculaires en nous basant sur une approche utilisant les machine learning. Donc, le plan de cette présentation, je vais commencer par introduire un peu l'edge computing, même si je pense que pas mal de gens maintenant connaissent bien le edge computing. Par la suite, je vais parler de la problématique à laquelle on s'est attaqué qui concerne particulièrement le véhicule autonome et surtout les mécanismes de détection de collision, comment optimiser surtout les ressources à ces applications lorsqu'on les déploie dans le edge. Et après, je vais conclure avec quelques trends, quelques voies futures pour ces travaux. Je voudrais juste faire un acknowledgement pour dire que ce travail a été fait avec Boozy & Brick et ce travail a été publié dans un article dans IEEE Network. Donc, voici les références. Donc, pour commencer, le edge computing. Donc, comme je disais, le edge computing, je pense que je pense que tout le monde dans la salle maintenant connaît, salle virtuelle, connaît bien le edge computing. C'est l'une des technologies clés de ces 10 dernières années. Et le edge computing a connu pas mal d'engouement, particulièrement pour servir l'industrie verticale, ce qu'on dit en anglais vertical industry, qui concerne tout ce qui couvre les aspects IoT, intelligence artificielle au niveau du edge, autonomous driving, toute cette industrie-là qui classiquement utilisait un système centralisé, ont vu dans le edge une solution qui leur permet d'optimiser un peu plus leurs ressources, mais aussi les performances de l'application. Donc, dans le cas du edge computing, l'un des avantages principal avantage de cette technologie, c'est premièrement la low latency, les délais très faibles. Ceci a vu un intérêt grandissant avec la 5G qui a défini carrément un nouveau service qui est Ultra Reliable Low Latency.
et qui concerne pas mal d'industries verticales et de services verticaux, tels que l'IoT industriel. Donc, on parle de l'industrie 4.0, 5.0, tout ce qui est basé sur les drones, les réalités augmentées, la réalité virtuelle. Tous ces services-là nécessitent une latence très faible. Et outre la latence qui est proposée par la 5G qui est faible, mais aussi la mise en place de ces services dans le edge réduit encore la latence. Ça fait que cette industrie, elle s'est beaucoup plus orientée sur ce edge computing. Mais aussi, il y a d'autres avantages du edge computing pour cette industrie. C'est par exemple que les données sont traitées là où ils sont générés. Donc, on peut faire de l'IoT Data Analytics localement sans avoir à transporter ces données-là. Généralement, il y a pas mal de données qui sont générées par ces capteurs, actuateurs, etc., et qui doivent être trimballés vers le réseau central. Donc, on va essayer de les traiter localement, mais aussi en termes de privacy, parce que les données, sachant qu'ils sont traitées localement, on peut maintenir la privacy en utilisant des techniques, par exemple, d'apprentissage telles que le federated learning, qui permet de ne pas partager ces données-là, mais les garder localement et utiliser les modèles de learning sur ces données-là et les échanger avec le reste. Donc, dans le schéma qui est à droite en bas, là, on voit un peu le déploiement du edge computing pour, par exemple, les différents services. Et on voit bien que, par exemple, le edge computing, maintenant, représente un déploiement de 44%, mais ça va augmenter dans le futur, alors qu'à l'inverse de l'IoT, l'IoT va réduire, mais le edge computing va continuer à augmenter. Donc, je dirais, dans ce système IoT, edge computing qui est de plus en plus grandissant et qui attire de plus en plus d'industriels et de groupes. Donc, on trouve deux types de technologies pour le déploiement. Donc, une des premières technologies s'appelle fog computing. Donc, ce type de déploiement de capacité de calcul du edge, elles se font directement au niveau des équipements réseau, tels que le routeur, mais aussi au niveau, par exemple, carrément des terminaux. Donc, cette notion de fog computing a été introduite par Cisco, où l'idée, c'était premièrement faire en sorte que les routeurs introduisent et onboardent des capacités de calcul qui vont être utilisées pour traiter localement les données. Donc, ça a commencé par les routeurs, mais ça a été étendu dans d'autres terminaux, dirais-je. Par exemple, les véhicules, carrément, on considère qu'un véhicule peut être embordé du edge, dans les usines, etc. Et donc, Cisco a créé ce fog computing et derrière, il y a eu un engouement parce que le edge a eu l'engouement qu'on connaît. Il y a eu le consortium OpenFog qui regroupe pas mal d'industriels, à la tête Cisco bien sûr, mais pas mal d'autres industriels tels que Intel et Microsoft, qui voient dans le déploiement du Edge à travers le fog un nouveau business model et un moyen de déployer le Edge Computing. Donc, le OpenFog Consortium, qui maintenant a été mergé avec le Industrial Internet Consortium, a défini une architecture de référence pour le fog, etc. Une deuxième approche pour le déploiement du Edge, c'est ce fait par les opérateurs. Donc, les opérateurs de réseau, particulièrement les opérateurs de réseau mobile, ont déployé ce Edge Computing et ces opérateurs de réseau l'ont déployé dans leur propre réseau où on déploie des capacités de calcul qui sont à côté des stations de base. Et ça permet d'avoir un traitement local des données. Mais l'opérateur a vu dans le Edge aussi, pas juste un moyen de faire du calcul, mais un moyen d'ouvrir le réseau mobile, particulièrement dans le contexte, par exemple, de la 5G et plus, ou en proposant, par exemple, du Edge Platform as a Service, vous verrez après. Et il y a complètement un nouveau business model qui est autour et qui est proposé par les opérateurs pour ouvrir leur Edge à l'utilisation du grand public.
Donc, dans le contexte de Edge Operator, on trouve le Multi-Access Edge Computing, MEC, qui est un standard qui est défini par l'ETSI. Et l'ETSI, dans ce standard-là, outre les capacités de calcul qui sont proches de l'utilisateur, donc ici, on a les capacités de calcul qui sont, par exemple, déployées à travers des Kubernetes ou du KubeEdge, c'est-à-dire de la virtualisation avec les conteneurs, etc. Il y a tout un écosystème qui est autour. Donc, par exemple, ITSI a introduit la notion de Mobile Edge Platform qui permet de faire le déploiement d'applications Edge à la demande, mais aussi de proposer ce qu'on appelle des MEC services. Par exemple, il y a des services qui permettent à l'application qui est hostée dans le Edge d'accéder à des informations radio sur l'usager. Donc, avant, on n'arrivait pas à connaître, par exemple, sur un terminal mobile, la qualité du canal de terminal mobile. Mais maintenant, avec le MEC, on peut avoir accès à ces services-là à travers une API pour connaître la qualité radio d'un terminal et, par exemple, adapter le service suivant la qualité radio. Mais il y a aussi tout ce qui est service de redirection de trafic, parce que un des soucis qui se pose, par exemple, si on déploie la demande d'un service et on le met sur le MEC, il va falloir rediriger le trafic correspondant à cette application. Et donc, du coup, ceci nécessite une API qui permet de le déployer. Et aussi, ici, a défini tout un framework qui est à côté pour gérer les applications qui sont déployées sur le Edge et les orchestrer. Donc, du coup, ils ont défini ce qu'on appelle le Mobile Edge Orchestrator, qui, lui, va permettre de créer à la demande et déployer des applications au niveau du Edge de l'opérateur. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le Edge opérateur, mais on a les opérateurs, leur business model, c'est de proposer de la connectivité. Donc, du coup, maintenant, de plus en plus, on voit qu'ils s'associent avec tout ce qui est public cloud. Dans cette figure-là, il y a pas mal de déploiements dans le contexte où le public cloud s'est rapproché du cloud opérateur. C'est ce qu'on appelle le Cloud Edge Continuum. Dans ce contexte-là, on trouve des associations, par exemple, entre les grands noms du public cloud qui savent gérer les ressources cloud et donc, entre autres, qui peuvent gérer le Edge, donc tels que Amazon, Azure et Google, qui s'associent de plus en plus avec les opérateurs. Par exemple, aux États-Unis, il y a une association entre Amazon et Verizon pour permettre de déployer à travers Amazon des services au niveau du Edge. Donc, cette figure-là montre le différent déploiement, par exemple, entre Edge opérateur et le public Edge. Tout ce qui est en bleu, c'est le public Edge et le rouge, c'est le Edge opérateur. Et on voit bien qu'il y a pas mal de déploiements où carrément l'opérateur du cloud public utilise le Edge de l'opérateur juste pour déployer des services. Et donc, maintenant, on a carrément des services commercialisés, particulièrement tout ce qui concerne l'augmented reality et virtual reality, par exemple, qui est déployé par Amazon dans les edge opérateurs tels que Verizon et AT&T aux États-Unis. Donc, maintenant, le déploiement de MEC dans la 5G suit un schéma pratiquement qui correspond à la figure qui est ici. Donc, on aura un Mobile Edge Orchestrateur et on aura ce qu'on appelle des MEC hosts. Des MEC hosts, c'est les hosts qui vont permettre de déployer des capacités de calcul proches des usagers. Et donc, un opérateur dans son réseau mobile, il ne va pas déployer un seul host, mais il va déployer plusieurs hosts pour couvrir une zone géographique. Et bien sûr, cette zone géographique, si on prend par exemple ici le cas de cette figure-là, pour les gens qui connaissent bien le réseau mobile, généralement, l'opérateur il divise le réseau en cellules et ces cellules sont regroupées en groupes de cellules qu'on appelle tracking area. Et donc, du coup, un MEC host qui va proposer des capacités de calcul va couvrir une région. Ceci pour premièrement être proche des usagers, mais aussi d'avoir donc cette low latency, mais aussi couvrir différentes régions de l'opérateur. Donc, dans cette figure-là, par exemple, on peut voir que le MEC host 1 couvre juste 2 traffic area. Par exemple, on peut imaginer que c'est une zone urbaine où il y a pas mal d'usagers dans une traffic area.
Et l'autre, il va couvrir 3 traffic areas parce que c'est une zone moins peuplée. Donc, du coup, l'opérateur, il essaie de dimensionner comme ceci son réseau avec les capacités de calcul. Et donc, généralement, le macOS va permettre d'avoir ce qu'on appelle une infrastructure à service pour déployer les applications. Et chaque macOS va inclure ce Mobile Edge Platform qui, lui, va gérer le trafic, la redirection de trafic, etc. Et donc, du coup, ici, on voit pas mal de déploiements. Par exemple, on peut migrer une application d'un edge vers un autre. Si, par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de demandes sur une région, et donc, du coup, on va couvrir une région avec plus de capacité de calcul qu'une autre. Maintenant, en parallèle au MEC, on connaît bien le déploiement assez rapide de l'autonomous driving. Et l'autonomous driving, c'est quelque chose qui est le clé, c'est un des services clés de la 5G et plus. Et donc, l'autonomous driving est basé sur un certain nombre de capteurs qui calculent leur environnement, etc. et qui doivent interagir entre elles, mais aussi avec l'infrastructure. Et donc, dans ce contexte-là de l'autonomous driving, on a une des applications qui a connu pas mal de succès ces dernières années, c'est la détection de collision et l'évitement de collision. Donc, l'application de détection de collision et l'évitement de collision, elle peut être locale au véhicule, mais elle peut être aussi centralisée, car c'est une application qui va recevoir, par exemple, les coordonnées GPS du véhicule, sa vitesse et l'accélération, et à partir des différentes informations qu'elle va collecter, elle va détecter les probabilités de collision et informer le véhicule s'il y a problème. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, s'il y a une grosse probabilité de collision, réduire la vitesse ou freiner le véhicule, etc. Et donc, cette application-là, elle est divisée en deux. Donc, on aura une application qui va être au niveau du véhicule. Elle va collecter les informations, par exemple les coordonnées GPS et d'autres informations sur la vitesse, etc. Elle va communiquer cette information à l'application centralisée qui, elle, va tourner un algorithme qui va prédire s'il y a des collisions ou non, et aussi envoyer des commandes au véhicule dans le cas, par exemple, il y a une grosse probabilité de collision. Donc, généralement, ces applications de détection de collision nécessitent une low latency, un faible délai parce que pour pouvoir rapidement détecter des collisions, mais aussi dans le cadre où il faut informer le véhicule, il ne faut pas non plus que on met beaucoup de temps pour informer le véhicule qu'il y a quelque chose de bizarre qui va arriver. Et donc, du coup, pour le déployer dans le contexte du MEC opérateur, pour maximiser la sécurité, donc on est obligé d'avoir, par exemple, une instance au niveau de chaque MEC. Pourquoi? Donc, du coup, pour, premièrement, maintenir la low latency, parce qu'il faut que la latence soit faible, et donc chaque véhicule doit être capable d'envoyer ces informations à l'application de collision, de détection de collision et d'évitement de façon low latency. C'est-à-dire que chaque véhicule doit être connecté au MEC optimal. Et donc, du coup, ce service-là, dans le sens cloud, il va être quelque part dupliqué et instancié au niveau de tous les Mac hosts. Et donc, du coup, ceci va poser de problème parce qu'on sait que les Mac hosts, ils n'ont pas les capacités de calcul qu'un cloud centralisé a. Donc, du coup, c'est un peu plus limité. Et donc, du coup, si on fait ce déploiement-là au niveau de l'opérateur, il y aura pas mal de problèmes d'utilisation des ressources, sachant que le MEC est partagé par plusieurs services et non uniquement avec les services de l'autonomous driving. Et donc, du coup, il faudrait trouver un mécanisme qui va permettre de bien dimensionner ces ressources-là, sachant que ce service est dupliqué sur tous les Mac hosts. Donc, une solution basique et logique serait que quand on a beaucoup de véhicules à servir, donc on augmente par exemple la capacité de calcul à donner à cette instance de l'application. Mais si par exemple l'application et la région ne contient pas beaucoup de véhicules à surveiller, donc à ce moment-là, on pourra réduire
les capacités de calcul assignées à cette application. Et ces capacités de calcul gagnées vont être données à d'autres applications. Et donc, du coup, on aura besoin d'un set optimal, un algorithme optimal. Et donc, du coup, pour faire ceci, quand on regarde au niveau du cloud, on sait faire du scale-up, scale-down ou scale-out, scale-in, c'est-à-dire augmenter les ressources à chaud et réduire les ressources à chaud qui sont assignées à une application. Et donc, ceci est complètement, par exemple, est nativement supporté dans des solutions telles que Kubernetes, qui fait ça automatiquement et qui permet à la demande et à chaud d'augmenter les ressources et de les réduire. Et donc, comme je disais, la solution basique ou la solution naïve, je dirais, c'est de savoir à n'importe quel temps, à quel moment, le nombre de véhicules traités par une application et lui ajuster ses ressources. Donc, cette solution-là, par exemple, est un peu plus problématique parce qu'il faudrait tout le temps connaître les positions, traquer les positions des véhicules et connaître combien de véhicules sont traités par l'application. Et ceci, c'est assez difficile de connaître cette mobilité-là au niveau de la couche Mac pour pouvoir optimiser tout ça. Et donc, la solution qu'on peut mettre en place est la suivante. Donc, premièrement, il va falloir benchmarker l'application. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour une application donnée, savoir combien elle doit supporter de nombre de véhicules sans augmenter le temps de réaction. Parce qu'une application, par exemple, elle a de la CPU et elle ne peut pas indéfiniment répondre aux requêtes des usagers, supporter un grand nombre de voitures, parce que ça va impacter son temps de réponse. Et donc, du coup, on va essayer d'avoir, par exemple, à travers de la simulation, un testbed. Donc, à partir de combien et pour combien de CPU utilisés, le temps de réponse, il dépasse un certain seuil. Et donc, du coup, par exemple, on pourra extraire une fonction f qui va nous dire, pour un CPU donné qui est assigné à une application, voilà le nombre de véhicules qu'elle doit supporter sans dépasser ce seuil-là. Et par la suite, dès qu'on aura cette fonction-là, il suffit juste, par exemple, comme je disais, de connaître le nombre de véhicules qui sont traités par l'application et automatiquement lui donner la CPU nécessaire pour ne pas dépasser ce seuil-là. Ce problème-là, problème de cette solution-là, c'est qu'elle est réactive et donc, du coup, on peut avoir une application qui est déjà surchargée, on réagit juste après la surcharge. Et comme on est en face d'une application très critique, et donc il faudrait avoir une application qui soit capable de prédire, un système qui doit pouvoir prédire au lieu de réagir. Et donc, du coup, quand on parle de prédiction, on va utiliser du machine learning. Donc, l'idée, c'est de, par exemple, prédire dans le temps futur combien cette application, elle va traiter de véhicules et donc lui assigner à l'avance la CPU nécessaire pour pouvoir supporter ce nombre qui est prédit dans le futur. Et donc, comme je disais, l'idée, c'est d'utiliser du machine learning. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ce système il fonctionne, donc l'idée, c'est d'avoir deux nouveaux modules. Un module de prédiction de mobilité. Donc, ce module de prédiction de mobilité, il va collecter les informations sur les véhicules. Donc, ces informations de véhicules, on va les collecter à travers l'application DriveAudience qui va recevoir les GPS. Et par la suite, prédire, par exemple, le nombre de véhicules dans chaque cellule. Et suivant ce déploiement-là, on pourra prédire les ressources nécessaires à l'application. Dès qu'on aura prédit les ressources nécessaires à l'application, ces informations vont être données au Lifecycle Management Decision, qui lui va, par exemple, prendre comme entrée les positions des véhicules dans le futur et extraire avec la fonction F les ressources nécessaires. Et dès qu'il aura information des ressources nécessaires qui seront extraites, à ce moment-là, il va demander au macOS, par exemple, d'augmenter les ressources pour l'application au temps voulu ou réduire les ressources parce qu'on sait que l'application, elle va avoir moins de véhicules à traiter dans T+1. Et donc, pour pouvoir faire cette prédiction de mobilité, donc bien sûr, on va utiliser, on a dit, des techniques de machine learning, mais plus précisément, on va associer
un recurrent Neural Network, un RNN, avec du Short-Term Memory, donc LSTM. Les LSTM sont connus pour être efficaces pour prédire des time series, parce qu'ici, la prédiction de mobilité va se faire dans le temps. Et donc, les procédures classiques, donc c'est premièrement pour extraire et trouver ce module de machine learning, c'est premièrement avoir un dataset pour pouvoir entraîner les réseaux de neurones, définir les réseaux de neurones, les entraîner et après l'inference, c'est-à-dire les tester sur le tas pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne si on arrive à prédire ou pas. Et donc, du coup, le dataset, premièrement, il fallait trouver un dataset. On a trouvé un dataset qui correspond à la mobilité de taxi dans la ville de San Francisco. Donc, ce dataset contient, par exemple, les coordonnées GPS du véhicule dans le temps dans la ville de San Francisco. Donc, il contient les coordonnées GPS à différents moments de la journée et pour 30 jours. Donc, c'est un dataset assez intéressant qui nous permettrait de valider notre solution et valider notre approche. Donc, l'idée basique, c'est premièrement, comme je disais, à partir de ce dataset, on a défini un réseau de neurones, c'est-à-dire que c'est un réseau de neurones basé sur séquences de neurones et avec 3 couches. Donc, on a 3 couches LSTM pour prédire la position. Et on a 45 neurones à l'entrée, 45 neurones à la sortie, parce qu'on a divisé la cellule de San Francisco, la carte de San Francisco en 45 cellules. Et donc, du coup, pour chaque cellule, on pourra avoir la probabilité que le véhicule soit dans cette cellule ou pas. Et pour l'entraînement, on a utilisé l'algorithme classique qui est le Stochastic Gradient Descent. Donc, pour les résultats, on a comparé la solution donc, avec du Gated Recurrent Unit et du CNN, c'est 2 techniques aussi d'apprentissage. Et donc, vous avez ici le tableau qu'on a défini avec les classiques pour les machine learning. On a utilisé 80 pour l'entraînement et 20 pour la validation et le test. Donc, TensorFlow a été utilisé. Donc, comme je disais, c'est comme on a des probabilités, donc on a utilisé Softmax pour la sortie. Et pour le MEC, on a supposé que la ville de San Francisco contient 6 hosts. Et chaque host, au maximum, il a 15 vCPU. Et chaque application qui utilise un vCPU pourra servir de véhicule. Ceci pour valider l'approche. Bien sûr, il aurait fallu plus de tests pour pouvoir connaître le nombre de véhicules qui sont associés, qui peuvent être traités, par exemple, pour une vCPU par une application. Donc ici, les premiers résultats, c'est la capacité du réseau de neurones LSTM à prédire les positions. Donc, on voit bien que l'erreur est minimisée avec le LSTM, parce que le LSTM, comme je disais, c'est quelque chose qui est très efficace lorsqu'on veut faire de la prédiction time series. Et donc, ici, ça concerne les prédictions. Et ici, on a montré, par exemple, la consommation des ressources. Par exemple, ici, le nombre de véhicules qui sont utilisés et leur leur déploiement au niveau du MEC. Et donc, ici, on a pris, par exemple, deux périodes de à peu près quasi différentes. De 8h à 9h du matin, où on a beaucoup, c'est les heures de pointe, et de 3h à 4h. Donc, ce graphe-là montre, par exemple, comment les ressources ont été assignées sur les différents hosts. Et ici, par exemple, on a en bleu notre mécanisme de prédiction et en rouge le mécanisme statique, c'est-à-dire qu'on fait un assignement statique sans prendre en compte la mobilité et la prédiction. Et on regarde, par exemple, combien de Mac applications ont été surchargées. Donc ici, par exemple, on voit bien que l'approche proposée essaie de trouver l'optimal en termes de ressources pour éviter que l'application soit surchargée. Donc, par contre, ici, on voit bien qu'il y a quelques points d'une instance du Mac application qui a été surchargée. Ceci est du fait que, par exemple,
Si la capacité maximum du vhost est atteinte, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si on a un host de 15 CPU et l'ensemble des véhicules se connectent sur ce host-là parce qu'ils sont géographiquement proches, parce qu'on a, n'oublie pas, on a besoin de la low latency, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution à ces problèmes-là et donc on ne peut rien faire. Le deuxième graphe qui est en bas représente l'affectation des ressources sur les différents hosts dans le temps. Mais ce qui est intéressant de voir aussi ici, c'est par exemple, ici avant on a regardé les overloaded, c'est-à-dire les hosts qui sont overloadés en termes de performance, c'est-à-dire que quelque part leur performance est médiocre. Ici, on a regardé l'inverse parce qu'on est dans une heure creuse où on a regardé ceux qui sont overprovisionnés, c'est-à-dire qu'on a donné plus de ressources que nécessaire. Donc, on a dit que notre solution essaie de trouver l'optimal parce que d'un côté, on essaye de maximiser l'utilisation des ressources parce que l'opérateur ne veut pas donner plus de ressources à ce qui est nécessaire à une application, mais aussi, il ne faut pas que l'application ne lui donne pas assez de ressources parce que ça va dégrader ses performances. Et donc, du coup, dans ce graphe-là, il montre comment les ressources ont été affectées et combien de hosts on a sous-alloué de ressources. Et on voit bien que notre application, elle s'adapte mieux que celle de l'application classique. Donc voilà, qu'en conclusion, donc, on a montré dans ce travail-là comment l'utilisation du MEC et du machine learning va permettre un meilleur déploiement et une meilleure gestion de ressources dans le cas de l'application de l'autonomous driving. Ici, on a choisi cet autonomous driving, mais cette approche-là, elle peut être généralisée à tous les services qui nécessitent la duplication de services. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un service présent pour une raison ou une autre. Ici, par exemple, pour le cas des véhicules, pour la sécurité. Mais on peut imaginer que ce service-là, on peut avoir de virtual reality, augmented reality pour faire de l'encodage, etc., du offload. Par contre, ici, on a encore du travail à faire parce que c'est juste un début. On est en train de voir pour améliorer un peu plus l'évaluation de performance parce qu'on a fait juste quelques simulations avec quelque part limité, mais on veut le déployer un peu plus. On aimerait aussi voir comment on peut impacter la sélection des hosts MEC en prenant d'autres informations telles que la surcharge du réseau ou la surcharge du nœud. Trouver un compromis, par exemple, entre la latence et la surcharge du nœud pour éviter, dans le cas que je vous ai montré, où lorsqu'on atteint une capacité maximale, si on ne prend pas comment dirais-je, en contrainte la capacité de calcul, donc on se retrouve avec des cas où on ne peut rien faire et donc du coup, ça dégrade le service. Et donc, en termes de edge computing, donc le edge computing, c'est quelque chose qui va continuer à prendre plus d'ampleur. Et cette notion d'avoir plusieurs instances de service, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, par exemple, l'autonomous driving, je vous ai montré l'exemple du autonomous driving, mais aussi on peut prendre en compte tout ce qui est les nouvelles tendances des calculs tels que le function as a service et les architectures serverless où le mobile ou le terminal ne va plus faire de calcul, mais tous les calculs vont être offloadés à l'extérieur. Et donc, du coup, il faut avoir le service présent pratiquement dans tous les edges, surtout quand on a des services qui nécessitent de la latence faible ou qui ont besoin, par exemple, d'avoir des temps de réaction très faibles, tels que, par exemple, l'IoT dans le contexte de 4.0, l'augmented reality, par exemple, tout ce qui est GPU pour tout ce qui est rendering task, dans le cas, par exemple, de l'augmented reality, virtual reality, ou quand les terminaux n'ont pas assez de capacité, par exemple, pour faire du rendering, ce rendering-là, il va être offloadé au edge pour faire le travail. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont déjà supportées, par exemple, avec les plateformes telles que Kubernetes, avec OpenFaaS Service ou Kubeless. Merci pour votre attention et donc je suis prêt pour tout ce qui est session de questions. Merci beaucoup, Adlan, pour la qualité de ta présentation. On procède du coup aux questions-réponses. Si vous avez des questions dans l'audience, allez-y, je vous en prie. Georges, qui t'a levé la main, la parole est à toi.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet exposé. Moi, je connais plus le machine learning que les réseaux. Les réseaux, c'est un peu vieux pour moi. Euh, ce que je crois avoir compris, c'est qu'en fait, on utilise des données applicatives pour optimiser des ressources, soit de calcul, soit de ressources réseau. Et là je suis un peu surpris parce que, enfin, pour différentes raisons, c'est que là, dans l'exemple, c'est des données GPS. Peut-être que ceux qui opèrent l'application, ils n'ont peut-être pas envie que les données GPS soient utilisées parce que c'est de l'information sensible ou même individuelle. Bon, alors déjà, ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, c'est que sur le réseau, il y a d'autres applications. Du coup, si on a d'autres applications, est-ce que il faudra faire la même chose pour toutes? Alors, je me mets un peu à rêver et je me dis, ah bah ouais, bon, c'est une super idée ce truc-là. Et on va faire un gros réseau de neurones où on mettra toutes les données en entrée, toutes les données applicatives de toutes les applications, et on va essayer d'apprendre à optimiser les ressources. Alors, ce serait peut-être un peu compliqué. Mais donc, enfin, au moins, ma première question, c'est est-ce que je me trompe ou pas, hein, dans l'approche? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Et avec cette difficulté que je vois, qui est d'avoir accès aux données applicatives. D'accord. Okay. Donc, je vais commencer par la première question concernant l'accès aux données applicatives. Donc, en fait, ces données applicatives, si on veut mettre en place de l'autonomous driving, on est obligé de les envoyer. Donc, les envoyer dans l'application qui est déployée sur le Edge. Deuxième, donc, du coup, le problème de privacy, ça ne va pas se poser dans le sens où c'est l'opérateur qui va déployer dans son propre réseau. Et donc, du coup, ce déploiement entre opérateur et le service, il va se passer sur des SLA ou des Service Level Agreement, où les gens vont se mettre d'accord. C'est-à-dire que le réseau Edge de l'opérateur, ce n'est pas quelque chose qui est disponible à tout le monde pour le déploiement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas n'importe qui va venir, qui va dire « Ok, je vais déployer mon application ». Donc, il faut des accords. Et dans ces accords-là, on peut imaginer qu'il y a les notions d'agrément sur les données qui sont échangées. Et donc, du coup, si on veut que l'application Autonomous Driving fonctionne, il faut les coordonnées GPS. Donc, si on n'a pas les coordonnées GPS, l'application ne pourra pas fonctionner dans tous les sens. Donc, j'ai envie de dire, soit on accepte que ces données soient utilisées pour pouvoir mettre en place ces applications de détection de collision. Si on ne veut pas, donc à ce moment-là, on ne pourra pas profiter de ce service-là. C'est comme les cookies. C'est-à-dire qu'on arrive à un site web, si vous ne voulez pas accepter d'utiliser les cookies, eh bien, ce site web vous dit que vous ne pouvez pas accéder à la page web. C'est la même chose. Deuxièmement, concernant donc les applications, etc., c'est impossible d'avoir un réseau neurone qui va fonctionner pour tout. Donc ici, le réseau de neurones, il est optimisé uniquement pour la gestion de la mobilité qui va être utilisée par l'application. Et donc, du coup, ici, c'est surtout pour optimiser les ressources en faisant de la prédiction. Il y a d'autres applications réseau qui vont peut-être ne pas avoir besoin d'un réseau de neurones pour fonctionner. Elles fonctionnent très bien avec des seuils, etc. Mais ici, c'est vraiment une application low latency qui est très spécifique et qui va être déployée pour des raisons de sécurité et qui va nécessiter ces mécanismes d'optimisation pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un réseau de neurones global pour tout le monde, c'est impossible. Mais dans ce cas d'application bien précis, l'utilisation d'un réseau de neurones pour optimiser les ressources et optimiser l'utilisation de l'application et son déploiement est nécessaire. Alors, d'accord, pour mieux comprendre, c'est l'application qui va demander des ressources, c'est ça? Ou parce qu'il y a les autres applications là. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire que l'application, elle va, quand on va la déployer,
C'est-à-dire que celui qui va fournir l'application, imaginons que c'est un opérateur de routier ou un truc comme ça qui propose ce service-là avec les opérateurs, quand il va la déployer, elle va demander des ressources CPU. Et donc, les ressources CPU dans le MEC, dans le Edge, il n'y en a pas comme le cloud où on a des ressources infinies. Dans le Edge, les ressources sont limitées. Et donc, c'est tout le problème de l'opérateur, faire en sorte que l'application elle fonctionne bien. Et donc, du coup, elle a besoin un seuil minimum de ressources, mais aussi servir d'autres applications qui ont aussi besoin du Edge, d'autres applications telles que la réalité augmentée, etc. Mais ce n'est pas le même opérateur. Il y a un opérateur pour les ressources, puis un autre pour les véhicules auto, pour l'application. En fait, le déploiement se fait en accord entre les deux. C'est-à-dire que celui qui déploie l'application et le service, il ne peut pas la déployer sans avoir l'accord et il travaille avec l'opérateur réseau. Parce que c'est l'opérateur réseau comment dirais-je, qui a possession de l'infrastructure. OK. D'accord. Bon, enfin, il faudra que je regarde effectivement plus précisément un peu l'interface. C'est-à-dire, quand on demande des ressources, qu'est-ce qu'on demande à l'opérateur réseau? Et effectivement, chaque application peut essayer d'optimiser ses demandes à l'opérateur réseau. Et parce qu'en fait, les ressources, on les paye. Donc, du coup, Voilà. normalement, quand on va déployer une application, on a testé, c'est-à-dire que dans le cas de la virtualisation, parce qu'ici, c'est dans un cas de virtualisation, on va déployer des conteneurs ou des machines virtuelles et on les a testés. C'est-à-dire, on sait, par exemple, que pour ce service-là, comme je disais, cette fonction F, elle est importante parce qu'on sait que, par exemple, pour que ce service-là fonctionne de façon optimale, qu'il n'y ait pas des temps de réponse assez élevés, il lui faut un minimum de CPU. D'accord. Ben, merci beaucoup, ça clarifie. Il n'y a pas de quoi. Désolé d'avoir été long. Non, pas de problème. Bruno, tu as levé la main? Oui, j'avais levé la main. Merci. Merci, professeur Adelaine, enfin, professeur Xentini, pardon. Je veux dire, merci Adelaine. Ouais, on va pas se tutoyer, mais je trouvais que la présentation était très intéressante. Là. L'idée, le schéma, le principe, le concept, de manière générale, je le trouve assez, un peu ce que disait Georges, hein, c'est assez, on se met à rêver, ça me semble vraiment très pertinent. Moi, je me suis posé une question purement un peu industrielle basique dans cette logique de performance access report, en fait. Pas sur l'optimisation des ressources entre elles par rapport aux différentes applications. Enfin, je me la suis éventuellement posée celle-ci, mais ce n'est pas celle qui m'interpelle en premier. Plus dans la logique purement de l'application d'évitement de collision, est-ce que vous vous êtes posé la question ou est-ce que vous avez le résultat déjà de c'est quoi la chaîne temporelle, le temps, la chaîne de coût temporel, classiquement sur un accident, dans l'accidentologie classique? Je ne parle pas de bouchon, hein, donc avec plusieurs véhicules pour le coup, donc on est en dehors de la partie optimisation en fonction du trafic, etc. Mais dans une logique d'accidentologie sur un roulage standard, mettons sur une voie chaussée séparée, c'est quoi entre le moment où il y a une situation normale et le moment où il y a une collision, c'est quoi le délai moyen en secondes? Parce que je pense que ça se compte en secondes. Et du coup, si on le confronte à l'ensemble des coûts de la chaîne de calcul, même dans une optique où c'est optimisé, où il y a toutes les ressources nécessaires dans le edge pour faire la détection de collision, est-ce que déjà on rentre dans les purs? D'accord. Excellente question. En fait, j'ai envie de dire que ça dépend de pas mal de critères. Déjà, ça va, parce que l'application qui est déployée, elle va utiliser pas mal d'algorithmes avec les coordonnées, l'accélération et la vitesse. Ça dépend aussi de la vitesse du véhicule. Par exemple, si on est en train de voir une collision dans une autoroute où un véhicule il roule très vite ou dans une intersection à 50 km/h, c'est pas Oui, moi pareil. je pensais effectivement plutôt à un cas d'usage classique, hein, autoroutier, endormissement par exemple, hein, c'est le cas numéro un sur l'autoroute. Et je pensais à ce cas d'usage-là qui représente, je ne sais plus combien de pourcents, mais assez fort, hein, Il se trouve que nous, on a des analyses d'accidentologie sur les autoroutes et ça représente une grosse proportion. Et je me dis que ce type de cas peut être un peu un use case intéressant à évaluer en fait en termes de temporalité, justement. Tout à fait.
nous, on avait regardé quelques cas et donc du coup, pas forcément celui que vous mentionnez maintenant, mais suivant les vitesses qu'on a, nous, on a regardé plus au niveau un peu plus évaluation de l'algorithme lui-même en termes de vitesse, en termes de densité, etc. Bon, là, ça va de quelques secondes, je dirais, ça va de quelques secondes si le véhicule a une vitesse élevée, même pas une seconde, je dirais vraiment de très peu. Et donc, la chaîne qu'on a regardée, c'est-à-dire que dans les performances qu'on a, par exemple, nous à Aurecom, parce qu'on a une plateforme Mac avec 5G, etc., dans le Edge, on a un temps de réaction de 25 millisecondes. C'est-à-dire que le paquet, quand il va aller du mobile, par exemple, vers le serveur, il revient, c'est autour de 25 millisecondes, alors que si on regarde, par exemple, un service qui est dans le cloud, il est autour de 200, 500 millisecondes, ça dépend le cloud. Ouais. Et dans l'algorithme lui-même, par exemple, lui va faire autour de quelques millisecondes. Donc, du coup, la chaîne temporelle, elle est bien quelque part respectée dans le sens dans les communications et les capacités de calcul. Par Mais contre, il faut rajouter, pardon, je vous coupe, mais il faut rajouter l'acquisition du signal GPS, par exemple. tout à fait, tout à fait. Il y a l'envoi du paquet, c'est le point de départ et Ouais, je l'algorithmique, suis d'accord. mais il faut comptabiliser aussi et le délai, parce qu'il y a forcément un délai, Tout à puisque le fait. véhicule roule vite, il y a un délai dû à la partie GPS aussi. Et je suis d'accord, je suis d'accord. Cette partie-là, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas regardé dans la chaîne, mais je suis d'accord pour dire que même il y a dans le GPS, il y a pas mal aussi de corrections qui sont faites maintenant avec les GPS récents où ils peuvent rajouter la position avec l'Internet, etc., pour corriger un peu parce que ça peut aussi biaiser les estimations. Mais nous, on a testé au niveau communication. On a supposé que les données, quand elles sont prêtes, donc du coup, on n'a pas réussi, on n'a pas eu les informations, on n'a pas accès aux informations pour nous dire combien le temps est nécessaire pour collecter les informations. Et après, mais par contre, côté réseau, on a constaté que quand on a une application et au moment où on voit les données qui vont arriver au serveur, qui reviennent, en termes de connectivité, c'est autour de 25 millisecondes. Voilà, donc si l'application a assez de ressources, donc on est à la notion de millisecondes. Par contre, voilà, si l'application elle est surchargée, à ce moment-là, des fois, on a des temps qui ne sont pas bornés. Est-ce qu'on peut prendre la question de Inès? Inès? Oui, bonjour, merci pour la présentation intéressante. Moi, j'avais une question par rapport à… Je pense que vous avez répondu peut-être partiellement avant par rapport à la question de Bruno, parce que vous avez dit que l'application, elle n'est pas si importante que ça dans votre schéma. C'est plus l'allocation dynamique des ressources par rapport aux demandes. Si j'ai bien compris, parce que moi, je me suis dit peut-être une comparaison avec une approche locale où on va juste envoyer l'information en broadcast autour de nous et ne pas envoyer l'information au mec qui va la traiter et après nous renvoie le résultat pour un événement ou une information localisée. Peut-être une comparaison pourrait être intéressante pour voir le bénéfice d'utiliser le mec dans ce cas-là. Mais j'ai cru comprendre que vous avez dit que peut-être l'application en soi, le collision avoidance, c'est pas plus important, mais c'est plus pour illustrer votre approche dynamique d'allocation de ressources au niveau du mec, si je comprends bien. Oui, je confirme mais malgré tout, je pense que votre remarque, elle est assez intéressante. C'est vrai que pour améliorer ce travail-là, si on veut aller plus loin sur ces aspects plus véhicules, de comparer avec une solution basique qui utilise localement les informations et comparer parce qu'en fait, le problème des applications qui sont locales, c'est les temps qui sont qui peuvent rentrer en jeu parce que 5G D2D, c'est-à-dire si on prend juste la 5G, parce que l'idée, c'est de voir qu'est-ce que MEC peut apporter dans un contexte 5G et beyond dans ce système-là, parce que MEC, ça permet de réduire la latence et les applications des véhicules connectés nécessitent une low latency. Et donc, de voir un peu comment le MEC peut apporter des solutions, sachant que le D2D, utilisant par exemple 5G n'est pas encore, dirais-je, bien stabilisé au niveau des standards et n'existe pas encore.
Et si on prend l'autre technologie 802.11p, donc là, ce n'est pas borné en termes de délai, etc., de communication, et ça peut poser problème. Donc, la reliabilité. C'est-à-dire que la 5G va apporter cet aspect plus radio, reliability, low latency, qui peut être intéressant dans le réseau véhiculaire. Donc, du coup, ça serait une bonne direction de travail si on voulait plus partir sur la partie véhicule. Mais comme je disais à Bruno, je crois, c'est que notre côté à nous, on est plus intéressé sur cette optimisation des ressources et on voulait vraiment une application type qui fait qu'elle rajoute des contraintes sur l'infrastructure de calcul parce qu'elle sera déployée sur pratiquement tous les hosts parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de réduire la latence. Mais je suis d'accord. Oui, pardon. Ici, je vois plutôt la latence au niveau processing, mais pas parce qu'il y a deux niveaux de latence, au niveau du réseau et au niveau processing. Donc, je vois l'amélioration plutôt au niveau processing de l'application. Mais même au niveau réseau, parce que si on prend une solution, par exemple, de véhicule à véhicule, donc du coup, véhicule à véhicule, il faudrait avoir pratiquement l'ensemble de tout l'environnement. Parce qu'il faudrait que le véhicule puisse connaître les positions de tous les véhicules aux alentours. Et donc, ça, c'est assez difficile d'avoir avec du device-to-device communication, avec une communication bornée. C'est pour ça qu'un seul saut en 5G va permettre d'avoir des informations bornées et pourquoi on va utiliser une solution centralisée, parce que la solution centralisée va pouvoir avoir au niveau du edge, va avoir tout l'ensemble, elle va avoir une vision globale de l'environnement du véhicule. Oui, mais il y a le temps d'aller-retour aussi. Il y a une latence supplémentaire qu'on n'aura pas. C'est 25 millisecondes. Oui, il y a le temps de remonter des informations vers le edge et de descente, mais ce n'est pas, peut-être ça se justifie. Ma deuxième question, c'est par rapport plutôt à votre plateforme de simulation. Vous pouvez en dire un mot là-dessus ou de test? Donc, en fait, on a utilisé de la simulation avec un simulateur local parce qu'on n'avait pas besoin de générer tous les messages réellement. On a essayé de reproduire de la mobilité un peu aléatoire, pas aléatoire, mais qui respecte un peu plus le schéma qu'on avait de San Francisco parce que c'est ça qu'on a comme modèle d'information. Mais on peut imaginer que ça peut être encore, si on a d'autres modèles de communication, par exemple pour des villes, on pourra généraliser un peu plus le travail de la prédiction de mobilité. C'est-à-dire que généralement, la prédiction de mobilité, c'est quelque chose qui est encore challenging et je pense que ça dépend beaucoup du contexte et des données qu'on a. Et pour le MEC, vous avez utilisé une plateforme spéciale pour faire on a notre plateforme MEC. Okay. Pour les tests, en fait, les tests de connectivité, etc., on les a utilisés avec notre plateforme MEC. D'accord. Qui permet comme je disais, permet de dire que, par exemple, pour une connectivité 5G, le délai moyen de la latence n'est pas vraiment le 5G, je ne sais pas si les numérologies qui descendent encore low latency, genre avec une numérologie de 30 MHz, kHz, pardon, on a réussi à avoir 25 millisecondes. Donc, du coup, si on augmente, c'est-à-dire 60, on peut encore réduire, à mon avis, à aller à des latences au niveau radio pratiquement de 4 à 3 millisecondes. D'accord. Merci pour les informations. Il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une, Adlène, vite fait. Ouais. En fait, j'en ai deux. Il y en a une sur l'application de l'algo. En fait, vous avez appliqué sur un dataset existant en quelque sorte. Est-ce que tu penses que les performances d'algorithmes vont être impactées si on travaille en mode streaming, c'est-à-dire que les données arrivent en grandeur nature sur les différents taxis connectés et que du coup, on ingère ces données-là en temps réel? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un impact sur la performance de l'algo? Et ma deuxième question, comme ça j'aurais fini, quand on est couvert en tant que véhicule ou en tant qu'objet connecté par un nœud et qu'il se trouve que ce nœud-là est occupé pour différentes raisons, soit le réseau, soit le processing lui-même, est-ce que vous imaginez
que ce nœud-là qui reçoit la requête peut la faire passer à son nœud voisin pour faire le processing à sa place et une espèce de fédération de ces nœuds-là. Je te remercie. Donc, pour la première question, en fait, l'algorithme, l'algorithme, c'est lorsqu'on a utilisé pour faire la prédiction, donc au moment d'inference, on ne prend pas les coordonnées directement comme si un LSTM, il prend un historique. Donc, je ne me rappelle plus le nombre de valeurs qu'on prend pour prédire en arrière pour prédire le futur. Mais c'est vrai que ça peut impacter la prédiction en elle-même. Donc, je pense que là, tu peux regarder l'article, il y a plus de détails sur ces aspects-là. Ouais. Mais je pense que c'est clair qu'il y aura un impact sur le sample qu'on va prendre pour pouvoir faire la prédiction. Pour la deuxième question lorsque le mec il est saturé, je pense que c'est quelque chose que tu as raison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde, parce que même dans les résultats que j'avais montrés, on voit bien qu'à certains moments, par exemple, ici, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que tous les usagers vont vers les mêmes hosts parce qu'ils sont mobilement, la mobilité elle est sur ce même host. Ouais. Mais parce qu'on a choisi uniquement la latence comment dirais-je, uniquement la latence comme critère. Mais on peut imaginer que dans le futur, on pourra avoir deux critères de sélection, la latence et la surcharge du réseau. Ça, c'est des choses, mais là, ça va rentrer dans l'algorithme de sélection des nœuds qui peut être un algorithme d'optimisation où il va falloir trouver le mec qui satisfait la latence parce que ça, c'est important dans le cas donc, de la détection de collision au niveau du véhicule et prendre en compte aussi les capacités de calcul s'ils sont saturés. Pourquoi pas aller sur un autre MAC host qui peut-être va augmenter un petit peu la latence, mais va permettre de réduire les temps de réponse parce que il est moins surchargé que l'autre. Merci beaucoup, Adlène, pour cette belle présentation. Merci Donc, à toi pour l'invitation.